Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis, on parle citoyenneté avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, coprésident de ce G500 citoyens. Ce soir, vous êtes seul, Aurélie Gros? Oui. Mais Stéphane nous accompagne. Bien entendu. Écoute. Et on l'embrasse, le Par la G500 pensée, au moins. Oui. citoyen et cette initiative citoyenne pour promouvoir justement la participation citoyenne dans des prises de décision politiques. Et souvent, elles montent et elles viennent par les associations. Elles viennent par les associations. Il y a des bonnes pratiques qui se font sur tout notre territoire et je pense qu'il faut aussi les mettre en lumière et c'est ce que fait Sud Radio tous les lundis soirs. C'est ce qu'on essaye de faire à travers ce G500 pour alerter les décideurs, pour peut-être les faire évoluer dans leur prise de décision et pourquoi pas leur donner quelques idées de co-construction citoyenne qui pourraient changer la vie des Français. De bonnes idées. De bonnes idées, que des bonnes idées. De très bonnes idées. Au sommaire de cette émission, 10 000 à 20 000 tonnes d'invendus textiles détruits chaque année. La loi française anti-gaspillage pour une économie circulaire, entrée en vigueur en février 2020, a mis fin à cette destruction des invendus non alimentaires par les fabricants et les distributeurs depuis le 1er janvier 2022. Cette pratique est donc interdite. Les fabricants et distributeurs sont dorénavant obligés de donner ou recycler leurs produits invendus, favorisant ainsi des solutions plus durables. Yolande Classen est avec nous, fondatrice de Revive Closing Lab, et on en va en parler dans quelques instants. Environ 300 nourrissons décèdent chaque année en France de mort inattendue du nourrisson. La mort inattendue du nourrisson est la première cause de mortalité infantile évitable. Bien que les conseils pour un couchage sécurisé aient réduit le nombre de 80% dans les années 90, cette baisse stagne dans plusieurs pays, dont la France, pour cause du non-respect de ces recommandations. Martin Chalumeau, professeur à l'hôpital Necker Enfants Malades, est avec nous. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Le manque de communication montre qu'il y a réellement un problème derrière cette surproduction, derrière ces invendus. Les enseignes ne souhaitent pas montrer qu'elles continuent d'organiser leur prédation de la planète et leur prédation de l'être humain dans les étapes de fabrication du vêtement. Tous ces invendus, tout ce secret autour des invendus démontre un véritable problème industriel. C'est un sujet forcément qui nous interpelle, cette pollution finalement de l'industrie textile. Aurélie Gros. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui interpelle la jeunesse. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de tous ces vêtements qui sont invendus. Alors on pense que que ça part dans les soldes, que tout ça va être vendu à bas prix ou sur les plateformes maintenant qui vendent beaucoup moins cher. Et en fin de compte, on sait que le système est toujours organisé. Et il y a des initiatives partout en France, mais il y en a notamment une qui nous a interpellés, c'est celle de Yolande, qui fait du remade in France. Donc bonjour Yolande. Bonsoir. Et d'ailleurs elle est très bien habillée aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et racontez-nous un petit peu votre aventure, parce qu'en plus vous venez de ce secteur-là, donc vous connaissez bien. Absolument. Donc, justement, moi, j'ai passé une vingtaine d'années à travailler dans les enseignes. Mm-hmm. Donc, j'étais quelque part une contributrice de ces excès dans le marché. Et j'ai eu une prise de conscience quand je suis revenue en France après une expatriation. Et ce que je voulais faire, c'est vraiment devenir un entrepreneur engagé, avoir une mode, vraiment une meilleure mode et un meilleur monde. Je voulais mettre à contribution tout ce que j'avais appris chez les enseignes. Et ce que je voulais faire, c'est corriger un petit peu justement le problématique de créer trop de marchandises et surtout de traiter ce surplus de marchandises qui reste toujours, même après solde. À quel moment s'est arrivée cette bascule justement de prise de conscience? Est-ce qu'il y a un événement particulier? En fait, moi j'ai eu la chance de travailler pour les grands groupes et un de ces grands groupes, c'était une société qui s'appelle Timberland, c'est une boîte américaine. Mm-hmm. Et il y a 20 ans, ça appartenait déjà à la famille fondatrice. Et eux, ils étaient déjà à fond sur vraiment la mode durable et le recyclage. Et déjà à l'époque, on ne savait pas, ils utilisaient les pneus recyclés pour les semelles des chaussures et mettaient du coton organique dans les vêtements. Donc j'ai eu une grande piqûre et une prise de conscience à ce moment-là, il y a 20 ans. Mais comment expliquer que les chiffres, c'est dingue, 10 à 20 000 tonnes. Pourtant, un t-shirt, ça pèse quelques grammes. Hein. Donc on imagine la quantité, le nombre de containers, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, 99% du textile, ça vient d'Asie, enfin de pays à bas prix, ça à tous les coups. Comment est-ce qu'on peut jeter tout ça? Vaut mieux les vendre à moins 95% que les jeter.
En fait, il y a plusieurs problèmes là-dessus. C'est que on a ce côté accumuler les vêtements qu'on ne porte pas. On dit que quand même, je crois que le Français consomme à peu près 9 kilos de vêtements, et vous imaginez le poids. Sur le denim, ça pèse un peu, les pièces à manche, mais les petites pièces, 9 kilos. Et puis, porte que peut-être un tiers de ceux qui possèdent. Et en recyclage, parce que quand même, de plus en plus, on donne, on met dans les collectes, dans les points de collecte. C'est très bien, mais en France, on collecte à peu près peut-être 25%. Et c'est la moitié de ce qu'ils font, par exemple, les Allemands. Donc, on a déjà du retard en France par rapport à le comportement du consommateur, sans parler des enseignes. Est-ce que ça veut dire que, après Aurélie reprendra le lead, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut réfléchir forcément à la fabrication? Parce que une fois que tous ces vêtements sont produits, on peut éventuellement trouver des solutions, mais il faut aller travailler tout ça en amont peut-être. Absolument, tout à fait. C'est le chemin vers la RSE dans la mode est très long et très complexe. Et c'est vraiment une démarche du... La responsabilité sociale et environnementale. Oui, merci de préciser. Donc, cette responsabilité, en fait, ça devient du éco-conception d'un produit. Donc, c'est une réflexion vraiment des matières et comment et où on produit ce produit jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est vraiment, il y a plein de cycles et plein d'interventions et démarches qu'on peut faire pour améliorer et diminuer l'impact du textile sur l'environnement. Oui, parce que je rappelle que selon l'agence de la transition écologique, l'industrie du textile dans le monde dégage 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Ce qui est plus que l'impact des vols internationaux et le trafic maritime réunis. Donc c'est énorme. Et effectivement, comme le dit Cécile, il faut repenser l'industrie textile, ça c'est une chose. Mais après, que faire de tous ces invendus? Et justement, vous avez voulu créer quelque chose de vertueux, une initiative vertueuse avec du circuit court autour de vous. Voilà, inviter des gens, en tout cas, à découvrir aussi des professions, c'est important. Et vous êtes engagé aussi dans des associations. Tout à fait. Qui Donc vraiment, ma démarche, c'était vraiment d'avoir une démarche circulaire. Moi, j'ai décidé de traiter le bout de cycle de vie d'un produit. Ça veut dire, c'est que qu'est-ce qu'on fait en fin de vie? Et en fin de vie d'un vêtement qui dort dans le placard de quelqu'un, ou qui dort dans la réserve d'un magasin ou chez une enseigne. Donc, j'ai commencé à faire un genre de test and learn, comme on dit en anglais. Donc, de tester comment on pouvait transformer un vêtement pour le rendre désirable et donner une seconde vie. Donc, j'ai commencé, moi je suis basée à Lille, j'ai commencé dans ce territoire fertile du textile. Oui. Donc, j'ai commencé à tester un petit peu avec mes propres vêtements. Après, je démarchais les commerçants multimarques, qui sont les indépendants, qui avaient quand même une trésorerie investie dans le stock dormant. J'allais les voir pour dire, OK, sortez de vos cadavres, de vos réserves, qu'est-ce que vous avez? Je peux regarder ce que vous avez et je peux vous le racheter. Bon, des fois, ils pensaient que j'étais voilà, pas nécessairement... Voilà, ils doutaient un petit peu de mes intentions, mais après, je leur ai montré quand même, je voulais racheter en négociant, bien sûr, et transformer ce qu'ils avaient. Et au fur et à mesure, je commençais à développer ces produits plus créatifs. Je commençais à tester les ateliers qui avaient un savoir-faire d'upcycling, parce que upcycling, ça veut dire surcyclage. Upcycling, c'est pas la même chose que recyclage. Upcycling, ça veut dire c'est donner de la valeur supérieure à quelque chose qui était considéré obsolète. Donc, ces pièces obsolètes, je leur donnais une nouvelle valeur en restylant ces pièces et en transformant ces pièces avec le savoir-faire du textile que j'ai trouvé dans le territoire, dans les Hauts-de-France. Et puis, je commence à vendre ces pièces dans les pop-up. Ça a commencé à plaire. Et après, j'ai eu beaucoup de chance de tomber quand même dans les bras du Printemps, l'enseigne Printemps de Lille, qui était sur le point de lancer vraiment leur démarche RSE. Oui, voilà, sur la deuxième main, des choses comme ça. Oui, deuxième main. Et surtout, ils voulaient intégrer les marques locales et aussi les concepts plus vertueux. Et pour eux, voilà, c'était une rencontre vraiment intéressante. Donc, j'ai pu commencer à vendre chez eux. Ça marchait extrêmement bien. Et aussi dans d'autres magasins. Donc, c'était le début d'une belle histoire pour upcycler, transformer leurs invendus. Eh ben, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans quelques instants, justement,
pour voir ce qu'on peut mettre en place. Et puis un témoignage aussi. On va en parler de cette industrie du textile qui mérite en tout cas d'être améliorée, transformée. Tout le monde est d'accord pour en parler. Vous voulez réagir 0826 300 300. On est avec Aurélie Gros, cofondatrice du G500. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros qui est avec nous, cofondatrice du G500, sur un sujet très important qu'on a envie de traiter aussi, sur l'industrie du textile, une industrie extrêmement polluante. Et on a des solutions pour vous. On en parle depuis tout à l'heure, puisque Yolande Classen est avec nous, fondatrice de Revive Clothing Lab. C'est une façon finalement de rendre un peu plus intéressant les vêtements que vous ne voulez plus porter ou que vous n'aimez plus. Si je ne m'abuse, c'est bien ça? Absolument. Et Yolande. les enseignes qui ne vendent plus. Qui dorment dans leur réserve, dans les entrepôts. Finalement, sur cette façon de faire, ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, pendant des années, quand on vous disait on va acheter des vêtements d'occasion, ou on va retrousser ou recoudre des vêtements, c'était pas du tout à la mode. Et aujourd'hui, c'est devenu tendance en fait. Complètement. Et même en fait, l'éco-organisme qui s'appelle Refashion du secteur textile est en train de mettre en place toute une initiative pour réparer. Et avec même les éco-contributions, il y aura les avantages pour les consommateurs qui souhaitent quand même, et comme les éco-bonus, pour réparer plutôt que inciter, en tout cas, pour inciter. Tout à fait, c'est ça. Aurélie, un témoin peut-être. Il y a un témoin. On se souvient surtout des images qu'on a pu voir sur les chaînes de télévision, des cimetières de vêtements à ciel ouvert, les tonnes et les tonnes de vêtements qui ont été envoyés là-bas, et où on a des vêtements qui se retrouvent en décharge et qui polluent 100 fois plus. Et vous êtes dans une association, vous travaillez avec des marques, et justement on a une personne avec qui vous avez collaboré, Christelle Merten, directrice générale de la marque La Factory. Christelle Merten, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors, ce partenariat avec Revive Clothing Lab, vous me passerez l'accent. Hein. Parfait. Moi je ne dis rien, t'as remarqué. Comment ça s'est fait et comment ça se passe? Eh bien, alors on navigue, finalement, le milieu du textile reste un petit milieu. On se connaissait avec Yolande, on avait eu l'occasion de partager des tables rondes et des interviews ensemble. Et puis là, on s'est dit qu'on pouvait faire un pas supplémentaire, plutôt que juste de parler, d'agir et de faire ensemble quelque chose avec les vieux stocks qui dormaient au fin fond de notre entrepôt chez notre infographiste. Et on a décidé de pouvoir retraiter et de refabriquer des nouveaux vêtements à partir de nos anciens pour les rendre séduisants, alors que là, ils ne l'étaient plus. Comment finalement on peut motiver les acheteurs justement à cette pratique de se dire que finalement on va réutiliser des vêtements? Est-ce que il y a une pédagogie à faire là-dessus, peut-être sur une jeune génération, certainement pas une jeune génération parce qu'ils sont déjà enclins à ce type cette façon de s'habiller, mais peut-être sur une génération un peu plus âgée peut-être? Alors, de la pédagogie, oui. Je pense que Revive, comme la Gentle Factory, on en fait depuis le début de notre histoire. On partage des articles de blog, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux autour de cet intérêt-là. Et puis, il ne faut pas oublier que fondamentalement, si on fait des produits qui sont séduisants et désirables, ils vont aussi attirer les clients. Et il est là tout l'enjeu, c'est de rendre la mode upcyclée également désirable. Et ça, c'est pas forcément évident. Et c'était tout l'intérêt de nous associer avec Revive, c'était de participer, de bénéficier de leur savoir-faire et de leur expertise et de refabriquer des produits beaux. Et force est de constater que ça a fonctionné, puisque nous sommes pratiquement en rupture sur tous les produits de notre collaboration qu'on a lancé il y a à peine un mois. Ah bah c'est bien. Yolande Classen, vous avez une plateforme dédiée pour les professionnels. Plateforme dédiée, en fait. Moi, je travaille beaucoup avec mon réseau, parce que comme je suis un peu vétéran du textile, c'est vrai, j'ai un réseau qui est assez large, et c'est souvent par bouche et oreille. Sur notre site, bien sûr, on a une prise de contact pour les enseignes qui ont les invendus. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on a tout un processus
processus clé en main pour les accompagner, audit des invendus, jusqu'à vraiment un accompagnement pour recréer une petite capsule vraiment désirable, made in France à partir des invendus. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait aussi se diriger vers les consommateurs, parce que les consommateurs, il faudrait peut-être expliquer comment acheter mieux, peut-être plus cher. C'est un peu comme les produits du terroir, en fait, votre marque. Absolument. Oui, quelque part. Oui, c'est le circuit court, le produit du terroir, comment consommer mieux. C'est un produit du tiroir. Oui, mais circuit court, mais aussi un petit peu gastro, parce que quand même, c'est quelque chose vraiment désirable, un petit peu chic, et des pièces uniques des fois. C'est quelque chose que il n'y a pas tout le monde qui porte. Et votre marge est la même que sur un... Non, la marge n'est pas la même, parce que c'est évident quand on paye quelques centimes aux employés en Asie, et on paye quand même salaire normal en France, bien sûr, c'est incomparable. Et vous créez de l'emploi sur le territoire. Tout à fait. Donc vous relancez la filière textile. Absolument, oui. Et on passe beaucoup de temps en pédagogie, comme a dit Christelle. Actuellement, nous travaillons aussi avec le Printemps à Haussmann, par l'association Fashion Green Hub, dont je fais partie. J'ai porté un projet de concept store de créateurs, parce que je suis pas la seule à inventer un concept plus durable et plus responsable dans la mode. Il y a le circuit court, il y a les matières plus naturelles. Et ce que j'ai fait, je trouve que la collaboration et la mutualisation est vraiment une clé de succès pour avancer ensemble. C'est quoi les emplois Allez-y. C'est quoi les emplois que vous créez en ce moment? Les emplois, c'est une activité. Moi, j'utilise beaucoup les ateliers d'insertion et les petits ateliers de couture. Donc, ça veut dire c'est une activité en croissance dans ces ateliers. C'est très important. Je travaille avec une modéliste et un styliste. C'est un savoir-faire français vraiment très important, et c'est la mise en valeur de cela. Et puis, ce qu'on veut, c'est aussi accompagner nos enseignes pour qu'ils continuent à accroître leur chiffre d'affaires. Regarde le désert, ce que c'est en ce moment. Il y a les enseignes qui ferment toutes les semaines. Donc, ce qu'on veut, c'est quand même montrer qu'on peut avoir un produit made in France, les accompagner pour la pédagogie, pour mieux le mettre en valeur et le faire vendre. En fait, c'est l'industrie qui retourne à l'artisanat, c'est ça que vous voulez dire? On essaie de le faire, oui. Mais à la fois, c'est pas que l'artisanat, parce qu'on a tout un process où on peut commencer à faire cela un petit peu plus à l'échelle. Parce qu'il y a beaucoup de DIY, comme on dit, do it yourself. Et nous, on est quelque part au-delà de cette étape do it yourself, parce qu'on le fait faire dans les ateliers avec un process et vraiment semi-industriel pour pouvoir la faire à l'échelle. Quels sont aujourd'hui les obstacles? Les obstacles, déjà, c'est le prix. Le prix, c'est sûr que c'est un obstacle. Si on pouvait avoir, par exemple, un TVA un petit peu réduit, qu'on paye moins de TVA, parce que vu notre investissement important dans les coûts de fabrication, dans l'expérimentation autour des process d'upcycling, ça serait vraiment un bénéfice. Donc c'est ça, il faut demander à Monsieur le Ministre la TVA réduite pour le remake in France. Ce serait normal, parce que vous employez des gens sur le territoire, vous invitez les entreprises. Et surtout que la TVA a déjà été payée sur ce modèle, en tout cas, sur le produit. La TVA a évidemment été déjà payée, donc une TVA à 10% ou à 5% est une belle solution, en tout cas pour engager aussi les sociétés à aller beaucoup plus loin. N'exagérez pas. Sur les voitures d'occasion, il n'y a pas de TVA. Et moi j'avais une question, parce que comme le temps tourne, effectivement la TVA à prix réduit, c'est une de vos idées que vous portez, et Cécile va faire ses appels, on va appeler tout le monde après quand vous serez partis. On va essayer de porter les choses, on va faire notre travail. Mais à côté de ça, aujourd'hui avec la nouvelle loi, les entreprises françaises ont à leur disposition un panel de solutions, dont le don, notamment à des associations. Et pourquoi pas des dons qui pourraient être défiscalisés à des entreprises vertueuses comme la vôtre. Ça serait très très bien. Et puis un don bien sûr de matières premières, de produits. Mais l'autre chose, c'est la mise à disposition aussi des locaux. Parce que ce qu'il nous faut, c'est mettre au marché tous ces produits. C'est très cher, les loyers sont très chers. Il y a beaucoup de baux qui ne sont pas exploités. Il y a des magasins vides. Il faut des collaborations entre bailleurs, entre grands magasins, entre commerçants. Et il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Donc c'est vraiment un esprit collaboratif qui va être vraiment la solution aussi vers l'avenir pour accompagner et faciliter l'achat de ce type de solutions pour nos consommateurs. Merci beaucoup Yolande Claessens d'avoir été avec nous, fondatrice de Revive Clothing Lab. J'imagine qu'il y a un site internet. Absolument, et Instagram, oui, avec plaisir. Visitez-nous et faites-nous signe. Et on va y aller, Merci, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur ce chiffre très malheureux, 300 nourrissons décèdent chaque année en France de la mort inattendue du nourrisson. On va en parler avec le professeur Martin Chalumeau de l'hôpital Necker Enfants Malades. À tout de suite.
Donc un matelas ferme, pas trop souple, pas d'oreiller, pas de couverture. L'enfant doit être allongé donc à plat dos, uniquement à plat dos, avec une turbulette. Les doudous plutôt au fond du lit pour éviter qu'il se mette les doudous sur son visage. Et c'est un sujet très important puisque les chiffres sont édifiants. Aux alentours de 300 nourrissons qui décèdent chaque année en France de mort inattendue du nourrisson. On va en parler avec notre invité, professeur Martin Chalumeau, professeur à l'hôpital Necker Enfants Malades. Bonsoir, merci d'être avec nous. Un chiffre qui nous paraît encore énormissime et aberrant, Aurélie Gros. Qui paraît aberrant, on est en France, on a la meilleure médecine du monde et c'est vrai que ce qui paraît aberrant, c'est que on continue à laisser des communications qui vont contre la santé publique. Et c'est vrai que quand on a vu la proposition qu'a formulée professeur Martin Chalumeau, ainsi qu'un grand nombre de collègues à lui, de praticiens qui l'accompagnent, ça a été d'ailleurs une des résolutions qui a été portée et votée à 99,99999% du sommet citoyen et qui a été porté jusqu'à la... Exactement. Un score brejnevien. Non mais un beau score, parce que ce qu'il propose, ce sur quoi il alerte, paraît... c'est simple, ça demande rien. Et on se dit, mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant ? Voilà, alors, c'est ça. Professeur, bonjour. Bonjour. Donc déjà, vous pouvez vous présenter. Donc, je suis professeur de pédiatrie. Professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Cité. Je suis chef du service de pédiatrie générale et maladies infectieuses à l'hôpital Necker à Paris. Et je suis épidémiologiste à l'INSERM. Alors, la première question que se posait Philippe, à juste titre, Philippe. Oui, quelle est la différence entre la mort subite du nourrisson et la mort inattendue du nourrisson ? Parce que je ne savais pas qu'il y avait un distinguo avant de faire cette émission. Alors, comme beaucoup de gens, puisque le distinguo a été introduit il y a 15 ans, donc la mort inattendue, c'est simplement un enfant âgé de 0 à 365 jours qui va mourir sans qu'on attende ce décès, il n'y a pas de maladie grave. Et la mort subite, c'est une mort inattendue qui va être reclassée mort subite après une investigation de la scène du décès et une autopsie qui ne va pas trouver de cause. Donc la mort subite est une sous-catégorie de la mort inattendue. En France, c'est à peu près 50%. Ah oui, d'accord. Est-ce que sur ces morts inattendues, puisque là on parle beaucoup du sommeil du bébé, est-ce que finalement la pédagogie qui est faite aux jeunes parents est suffisamment, en tout cas, a suffisamment été faite pour que tout le monde puisse comprendre comment gérer effectivement le sommeil d'un nourrisson ? Alors en termes de pédagogie, donc il y a eu des grandes campagnes qui ont été faites dans les années 1990 où on a identifié le couchage sur le ventre comme un facteur de risque majeur. Et il y a eu des grandes campagnes qui ont abouti à une diminution très importante du taux de mort subite du nourrisson de près de 75%. Et depuis, il n'y a pas de grands efforts nationaux de pédagogie. Il y a la page numéro 16 du carnet de santé, ce qui nécessite pour des parents qui viennent d'avoir un jeune nourrisson de lire le carnet de santé, mais elle est importante et elle est très bien faite, et donc je recommande de la lire. C'est les mêmes recommandations que celles que vous avez entendues en début d'émission. Et puis, le reste de la pédagogie, ça va être les équipes de santé qui vont apporter des informations complémentaires. Oui. Et aujourd'hui, au vu du contexte, quel lien vous faites entre l'augmentation de la mortalité infantile et votre travail récent ? Alors, juste pour rappel peut-être pour vos auditeurs, donc la mortalité infantile, c'est un bébé qui va naître vivant et qui va mourir entre 0 et 365 jours. La France était dans les très bons élèves de la mortalité infantile, puisque dans les années 80, on avait le 7e meilleur taux mondial. Et puis malheureusement, on décroche et on est au 27e rang mondial, et avec une augmentation significative qu'on avait démontré l'année dernière, depuis à peu près 2012. Et parmi ces décès, si on s'intéresse aux enfants qui décèdent entre 28 et 365 jours, eh bien la première cause en France, c'est la mort subite du nourrisson. Ah oui, quand même. Et aujourd'hui, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose à mettre en place, justement, pour mettre en place cette pédagogie. Elle doit venir de qui, en fait, aujourd'hui, pour qu'on se rende compte finalement ou pour faire en sorte que les choses changent ? Alors souvent, c'est des approches multifacettes qui vont marcher, donc on pourrait espérer une campagne nationale des pouvoirs publics, bien insister sur ce sujet dans les consultations prénatales, donner l'information à la maternité. Nous, on a fait une étude
au niveau national qui montrent qu'il y a 57% des mamans qui déclarent ne pas avoir eu l'information en maternité dans l'enquête nationale périnatale, donc ce qui est très important. Et puis l'autre élément qui est un tout petit peu plus latent, c'est toutes les images auxquelles vont être exposés les parents et qui peuvent modifier leur comportement, et c'était l'objet de notre travail de recherche. Professeur Chalumeau, je vais témoigner, mes enfants sont nés dans les années 90, à l'époque on en parlait énormément. Et on avait, entre ma fille qui est née en 92 et mon fils en 95, on n'avait pas les mêmes formules. Dans un cas, on nous disait qu'il faut les coucher sur le ventre, dans l'autre cas sur le dos. C'est quand même un peu compliqué. Est-ce qu'il y a eu des revirements? Est-ce qu'on a fait des découvertes? Pourquoi ces changements? Parce qu'en 3 ans d'écart, on nous disait quasi exactement le contraire. Eh bien, effectivement, il y a une grande découverte à cette époque. Vous confirmez donc qu'on nous a dit le contraire à 3 ans d'écart? Une grande étude néo-zélandaise qui a démontré que le couchage sur le ventre était un facteur de risque majeur et qui ensuite a été confirmé par des études britanniques. Et donc, le coucher son enfant sur le dos, c'est l'action de santé publique qui, dans le monde entier, a sauvé le plus de vies d'enfants, en fait, depuis les années 90. Alors, est-ce que ce sont des premiers, enfin, c'est des primos, des parents dont c'est le premier enfant, ou ça arrive aussi avec des parents qui ont eu déjà plusieurs enfants? Alors, on l'a pas démontré pour le couchage, mais on sait que vers le 3e enfant, en fait, les parents relâchent beaucoup leurs attitudes de prévention, peut-être parce que ils ont autre chose à penser, des journées sont bien remplies, ou qu'il s'est rien passé de grave sur les 2 premiers, donc finalement on se relâche un petit peu. Et pour beaucoup de mesures de prévention pédiatrique, il y a un relâchement à partir du 3e enfant. Et qu'est-ce qu'il y a par exemple comme méthode? Alors, coucher sur le dos, ça c'est certain, mais excusez-moi, avec les bébés, on a toujours d'autres choses dans le berceau, le doudou, là où les tétines, etc. Est-ce qu'il y a des choses à prohiber? Par exemple, le doudou pour pas qu'il le mette dans la bouche. Est-ce que la tétine, ça peut être une bonne chose parce qu'il va respirer par le nez? Expliquez-nous. Alors la tétine a été démontrée dans plusieurs études comme un facteur protecteur. On connaît très mal les mécanismes sous-jacents, mais c'est un facteur protecteur, donc il ne faut pas enlever la tétine. Et on va essayer d'avoir un environnement qui ne va pas permettre que l'enfant se retrouve calfeutré. Donc un matelas trop mou, une couverture qui peut revenir recouvrir le visage. Les échanges thermiques sont assurés principalement par l'extrémité céphalique à cet âge-là. Donc une turbulette adaptée à la taille de l'enfant. On va éviter un tour de lit parce que si l'enfant peut se déplacer quand il est un tout petit peu plus vieux, être coincé sur le tour de lit, ou le tour de lit peut s'arracher. Donc on va vraiment veiller à tout ça. On peut laisser un petit doudou, surtout s'il ne peut pas recouvrir le visage. Voilà, et le fait, on dit aussi qu'un lit à barreaux, par exemple, c'est très important, c'est ça? Alors, le lit à barreaux, donc il y a des recommandations internationales sur l'espacement des barreaux, donc il faut utiliser des lits qui ont une recommandation, enfin une norme européenne de sécurité. Alors, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants pour la suite justement de ce sujet très important. On vous rappelle quand même que c'est plus de 300 bébés nourrissons qui décèdent chaque année de cette mort inattendue du nourrisson. Si vous avez des questions, 0826 300 300, on en parle dans quelques instants avec le professeur Martin Chalumeau qui est avec nous. Et on revient sur une étude, enfin en tout cas c'est une étude, en tout cas 300 nourrissons décèdent chaque année en France de mort inattendue. C'est la première cause de mortalité infantile évitable, et ça c'est important de le dire. On en parle avec Martin Chalumeau qui est avec nous, professeur à l'hôpital Necker enfants malades. D'abord merci d'être avec nous. Et cette mort du nourrisson, finalement, quand on regarde autour de nous, dans nos pays, les pays voisins, quel type de pédagogie font-ils que nous n'avons pas, par exemple? Alors, on pourrait avoir une pédagogie qui était plus certifiante en maternité, où on va faire signer un papier aux parents en disant qu'ils ont compris qu'il fallait toujours coucher leur enfant sur le dos, mais c'est pas du tout, je crois, la culture française. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on intervienne de manière plus fine sur les comportements parentaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, qu'on ne fait pas ailleurs? Qu'est-ce qui nous correspond plus en matière de culture? Bien utiliser la consultation prénatale. Oui. Utiliser le passage en maternité, en postnatal, mais qui est très court, mais pour faire passer les messages clés. Inciter les parents à s'approprier les messages du carnet de santé, et puis faire qu'il y ait un environnement, en fait, autour des parents qui soit favorisant pour le couchage sécurisé du nourrisson. Et vous, allez-y, Rolly. Non, mais parce que aujourd'hui, ce qui est quand même hallucinant, c'est que il y a des parents qui ont un enfant, etc. Et on sait comment ça se passe quand ils partent de la maternité. Si on leur a pas donné les premiers conseils, ils arrivent avec leur bébé qui hurle
toute la nuit. Non, mais qui hurlent pas forcément, mais qui peuvent hurler toute la nuit. Et vous avez remarqué quelque chose dans votre étude qui est pour moi, que je trouve, mais le b.a.-ba. En fait, je comprends même pas que on soit obligé de faire une pétition pour parler de ça, mais je trouve ça très bien qu'on l'ait faite parce que Martin Chalumeau a donc mis en ligne une pétition qui a récolté en quelques jours plus de 2000 signatures. Alors aujourd'hui, on est peut-être encore un peu plus et il va falloir continuer à signer sur la communication qu'on peut faire sur les gestes à avoir avec son enfant, puisque des gestes simples en plus. Des gestes simples, parce que pour le coup, un parent qui se retrouve complètement désœuvré chez lui, jeune parent ou pas jeune parent, c'est même pas le problème, va peut-être se tourner tout simplement vers l'image, vers ce qu'on lui donne à voir dans son quotidien, et plus vers le médecin ou vers le conseil pratique. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué, professeur ? Alors, on sait que les images influencent les comportements humains, et ça, les publicitaires le savent depuis très longtemps. Et nous, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé l'exposome visuel parental. C'est finalement un mot un petit peu prétentieux pour dire quelles sont les images auxquelles les futurs parents pendant la grossesse, et puis les parents avec leur bébé, vont être soumis dans la journée. Et il y en a des centaines, que ce soit sur des supports papier, des affiches ou par voie électronique. Et on s'est demandé si ces images véhiculaient les bons messages en termes de pratique de couchage. Et donc on a regardé au niveau européen, dans 11 pays, un support qui est un peu inévitable quand on est un jeune parent, ce sont les couches, et c'est un grand format, et on va, en fonction de son bébé, en utiliser 6 à 10 par jour, et on va donc être exposé à cette image de paquet de couches qui fait partie de l'exposome visuel. C'est pas tout l'exposome visuel, mais c'est une partie. Et on a regardé, est-ce qu'il y avait beaucoup de bébés endormis qui étaient représentés dessus, et est-ce qu'ils étaient couchés de manière sécurisée. Et alors, et le résultat ? Et c'est pas le cas. Alors, on va dire qu'il y a 50% des paquets de couches en Europe, donc on a trouvé 640, je crois, paquets de couches différents en Europe, et il y en a la moitié où il y a un bébé qui est endormi, et un tiers des paquets, le bébé est endormi sans mise en œuvre des recommandations de couchage sécurisé. C'est-à-dire, il est endormi sur le ventre, il a des doudous sur la tête, des couvertures. Alors, donc il y a un mélange de tout. Dans 25% des cas, il va y avoir un couchage qui n'est pas sur le dos, donc soit sur le côté, soit sur le ventre. Dans l'autre vingtaine de pourcents, il va y avoir beaucoup de couvertures, beaucoup d'oreillers sous ou sur l'enfant. Et puis dans 10% des cas, il va y avoir ce qu'on appelle du cododo, c'est-à-dire un bébé endormi avec un adulte endormi sur la même surface de couchage, dont on sait que c'est un facteur de risque aussi de mort subite du nourrisson. Et c'est pourquoi, avec des professionnels, vous avez lancé une pétition. Absolument, parce que ces images pourraient être régulées. Alors avant de se lancer dans une pétition, on s'est demandé si on était les seuls à avoir trouvé ça. Et en fait, on n'est pas du tout les seuls à avoir trouvé ça. Il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis qui ont montré que cet exposome visuel était délétère aussi pour les mêmes raisons, donc de couchage ventral notamment, sur des choses très simples, l'emballage des berceaux, donc, qui est quelque chose auquel on est assez exposé quand on est un parent, les journaux visant les parents, les journaux à visée grand public, les banques d'images en ligne et Instagram. Et on a des chiffres de couchage ventral de nourrissons endormis qui vont aller de 35 à 95% de couchage ventral de nourrissons endormis dans cet exposome visuel. Mais ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que depuis, ça fait combien de temps qu'on incite en tout cas les parents à faire dormir leurs enfants sur le dos ? Alors c'est immuable depuis 35 ans, on n'a pas changé. Voilà. On en discutait, c'est vraiment inchangé depuis le milieu des années 90. Et comment se fait-il que depuis 35 ans, finalement, personne n'ait pris ce sujet à bras le corps, ce qui est quand même dingue, et bravo de l'avoir fait, parce que c'est vrai que moi, j'y aurais jamais pensé d'aller regarder effectivement ces images sur les couches et de me dire comment est placé le bébé, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et ça permet d'avoir un levier en fait de santé publique qui est gratuit, donc une simple réglementation disant que si on veut reproduire pour des raisons commerciales ou même dans des sites publics, puisqu'on a trouvé aussi des bébés couchés sur le ventre sur le site de Santé publique France ou du ministère des Finances. Ah oui, quand même. Ministère des Finances. Parce que la DGCCRF avait fait un travail sur la sécurité des matelas qui était très important et très bien fait, mais malheureusement la banque d'images qui a été utilisée utilise un couchage non sécurisé. Voilà. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on n'allait pas pouvoir, la seule manière de modifier cet exposome était de le réguler simplement et donc de proposer qu'il soit interdit de montrer des photos de bébés endormis qui ne soient pas couchés sur le dos. Alors ça a déjà été fait sur les paquets de lait. De lait maternisé. Non, mais oui, le lait maternisé pour éviter d'aller contre l'allaitement et de faire trop de promotion sur le lait
sur le lait maternel, mais justement sur le lait non maternel. Et pourquoi quels sont les freins? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire passer comme message pour que, enfin, l'État dise stop, on interdit, puisqu'il y a un risque de mort. Je veux dire, là, on parle d'un risque de mort. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec une maman qui est désespérée. On a tous été confrontés à un moment donné à un coup de stress, qui va regarder le paquet de couches ou la publicité dans le magazine, qui va voir le bébé déguisé là, en train de dormir sur le ventre, tout paisible, avec le joli petit sourire et les petits yeux, et elle va se dire, bah ouais, mais c'est ça la solution. En fait, mon enfant, il faut pas que je le couche sur le dos, il faut que je le mette sur le ventre, ou sur le côté, ou dans les bras du papa et de la maman. Parce que forcément, il y a une répétition, on se dit, bah, ce que je vois sur la photo est vrai. Et pourquoi on n'arrête pas ça? Mais pourquoi? Est-ce que finalement les industriels de ces finalement de la naissance, juste d'envoyer un courrier ne suffirait pas à dire attention, ce que vous faites, on est capable aujourd'hui de prouver que ce que vous faites va à l'encontre de la société ou de l'histoire en tout cas. Alors il y a une veille, l'association Naître et Vivre, qui est l'association des familles endeuillées, dès qu'elles voient des photos écrites, nous on a écrit au ministère quand il y avait des photos, les industriels ou les ministères, bien sûr, vont retirer leurs photos, mais on ne peut pas courir en permanence après ces photos. Et donc, une réglementation simple. Donc, vous citiez la réglementation sur le lait premier âge. Donc, il est interdit en Europe de mettre une photo de bébé sur une boîte de lait premier âge pour ne pas idéaliser l'allaitement artificiel et défavoriser l'allaitement maternel dont on connaît tous les bienfaits. Bien là, ça serait simplement une réglementation de ce type. Et j'espère qu'elle sera portée par des députés qui souhaiteront modifier simplement les pratiques avec ce marketing social qui serait assez simple. Est-ce que vous diriez que les pouvoirs publics sont à votre écoute ? Alors, sachant notamment que votre pétition a été signée par la Haute Autorité de Santé et les sociétés françaises de pédiatrie et de néonatologie. Et ce qui n'est pas rien dans la profession. Un certain nombre de députés et de sénateurs. Alors, à la suite de notre publication l'année dernière sur l'augmentation de la mortalité infantile, qui est historique en France, ça n'était jamais arrivé en temps de paix en France, un certain nombre de députés ont pris le problème au bras-le-corps. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui est coordonnée par Philippe Juvin et Anne Bergance, qui essaye d'investiguer les causes d'augmentation de cette mortalité. Et donc, nous leur avons présenté cette solution assez simple. Et on attend des nouvelles pour quand ? Je ne peux pas vous répondre. Voilà, c'est une des résolutions du G500. On va la porter, on va continuer. On est allé rencontrer Madame Agnès Firmin-Lebaudot juste avant les vacances. Le professeur a pu exposer cette résolution et l'importance, en tout cas, d'interdire enfin ces images qui nuisent à la santé de nos enfants. Et je pense qu'il va falloir aller encore plus haut. On compte sur Sud Radio. Absolument. Et il faut signer. Donc comment on fait pour signer, professeur ? Alors vous allez sur change.org et vous tapez dans le moteur de recherche de change.org dodo sur le dos, sur toutes les photos, et normalement on tombe dessus assez vite. Dodo sur le dos, sur toutes les photos. On mettra bien entendu cette adresse sur notre compte Twitter, puisqu'on va relayer largement cette information. Merci beaucoup, professeur Martin Chalumeau, professeur à l'hôpital Necker, enfant malade. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Yolande Classen, fondatrice de cette Revive Closing Lab. On est sur deux sujets totalement différents, mais qui sont très importants les uns comme les autres. Merci beaucoup, Aurélie Gros. Merci à tous les deux. On se retrouve lundi prochain. Toujours. Allez, dans un instant. Et Stéphane Pelé. Absolument, dans un instant, Sud Radio à votre service. Et ensuite, l'essentiel de Sud Radio en 60 minutes chrono. Nous, demain 17h. Demain 17h, le rendez-vous est pris. Passez une belle soirée. Merci beaucoup Maxime, merci Aude, merci Aurore, merci Ottilie et Félix. À demain 17h, salut, bonne soirée.